En octobre 2024, j'ai multiplié mes gains par 3 par rapport à mes pertes. Donc si tu veux en savoir plus, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Donc on s'était laissé dans la dernière vidéo sur le graphe du risque qu'on a ici. Donc ce graphe-là mesure le risque que l'agent prend pour chaque jour, chacun de ses trades. Et on avait conclu en fin de vidéo précédente que en fait, ce serait bien d'avoir une métrique qui combine à la fois les performances en termes de return, en termes de rendement, mais aussi en tenant en compte du risque pris pour obtenir ces returns. Parce que j'avais expliqué que, tout le monde le sait, que si tu obtiens un return, je ne sais pas, de 20%, et que par contre, tu as risqué aussi 20% pour obtenir ces 20% de return, la stratégie est en réalité très moyenne, même peut-être assez mauvaise. Si par contre, on a une stratégie qui génère 10% et que cette stratégie, pour avoir ces 10%, ne risque uniquement que 2% par exemple, la stratégie va être considérée comme étant performante. Parce qu'en fait, tu risques 2% pour gagner 10%. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire Donc dans la dernière vidéo, j'avais dit que j'allais ajouter un graphique qui combinait la performance du return avec une métrique de risque. Donc ce que j'ai pensé, c'est qu'on allait ajouter ce nouveau graphique qui combine les deux métriques, risque et performance, peut-être à la fin ici du dashboard, juste en dessous de ce graphique. Ici, on va peut-être renommer ce titre, pas Agent Returns, mais plutôt, qu'est-ce qu'on va mettre d'ailleurs? Peut-être Performance, voilà, comme titre. Ici, on va simplement laisser ces boutons radio. Ceux-là aussi, on va les laisser. Ce qu'on va ajouter, c'est le graphique à la fin du dashboard, là, qui va combiner la métrique de risque avec la métrique de performance. Alors, la question est de savoir quelle est la métrique en réalité qu'on va choisir. Donc encore une fois, j'ai un peu pensé, évidemment, avant de faire la vidéo, je ne fais pas une vidéo en freestyle comme ça. Donc j'ai pensé à deux métriques très simples, les plus simples, je pense, qui existent. La première, alors peut-être que je vais partager l'écran. Donc j'ai pensé à inclure deux métriques, le Profit Factor et le RDR. Je le note RDR pour abréger les choses. RDR, pour moi, ça veut dire Return to Drawdown Ratio. Ok? Alors, quelles sont ces métriques? La première est très simple, c'est le Profit Factor. Elle consiste simplement à faire le ratio entre la somme des profits sur la somme des pertes. Voilà, très simple. Donc c'est la formule qui est ici. La deuxième métrique, c'est le Return to Maximum Drawdown Ratio. Bon, là, la formule est un peu plus compliquée, mais en réalité, c'est très simple. Cette valeur ici représente tout simplement le Return to Maximum Drawdown Ratio pour une période en particulier. Au numérateur, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement le rendement, ok, dans la période. On a le rendement dans la période de la stratégie. Qu'est-ce qu'on a au dénominateur? C'est un peu plus compliqué, mais en réalité, c'est très simple. C'est tout simplement le maximum drawdown. Voilà, maximum drawdown. Alors peut-être que je vais expliquer par la suite quand je vais écrire le code ce que c'est le maximum drawdown. Pour ceux qui ne savent pas, probablement la plupart de vous savent ce qu'est le maximum drawdown, mais pour ceux qui ne savent pas, je vais aussi l'expliquer. Donc tout le monde, comme ça, tout le monde sera sur la même base de connaissances. Ok, donc là c'est parti. On va aller dans le code. J'avais déjà préparé ce que j'allais écrire dans le code. Donc, on va tout simplement écrire un nouveau script. Je vais l'appeler RR YouTube, d'accord? Voilà. RR pour Restore Reward. Donc, voilà, je vais aller pas à pas sur tout ce que j'ai préparé. Je vais montrer tout ce que j'ai fait. Et puis, c'est parti. Donc, ce qu'on va faire en premier, tac, on va tout simplement faire la même chose qu'on a fait dans la première vidéo. On va juste copier le data processing qui est fait initialement dans le dashboard pour avoir tout simplement les mêmes données à la fois dans le dashboard et à la fois dans notre script de développement. D'accord? Donc, on y va. Hop. Alors, je lance. Ça prend un peu de temps. Comme ça, je lance. Et je vais ouvrir une nouvelle portion de code. Ok. Ensuite, on va bientôt avoir les données là, dans quelques secondes. La prochaine étape,
Voilà, je vais peut-être d'ailleurs remettre ça en très structuré comme je l'avais mis dans ma préparation. En fait, l'idée ici, c'est de calculer des risk to reward metrics. Pardon, des mesures de risk to reward. Ça veut dire qu'on prend en compte à la fois la reward, donc là je vais prendre un proxy de la reward comme étant le return, et aussi le risque. Et moi je vais prendre la métrique proxy du risque comme étant le profit factor ou alors le return to maximum drawdown ratio. Donc, parfait, on y va. Je vais copier les premières... Pardon. Je vais copier tout simplement les premières lignes de code qui ne sont pas très importantes, hein, c'est juste technique, encore une fois, dans le dashboard. Ok, très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire exactement les mêmes transformations que la dernière fois, de la première vidéo. Voilà, on va calculer le profit. Voilà, je réexplique pas, je l'ai fait dans la vidéo. On calcule le profit, on regarde ce qu'on a. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a, tout simple, alors attention, je vais expliquer quand même, c'est que donc on est toujours dans les mêmes conditions que la première vidéo. C'est-à-dire qu'on a un agent qui traite le stock Tesla, uniquement Tesla. Pour l'instant, on ne s'intéresse qu'au stock Tesla. L'agent a, disons, 3-4 caractéristiques. Première caractéristique, l'agent donne la direction aujourd'hui pour demain. Donc il y a 3 directions possibles, soit long, soit hold, soit short. D'accord? Deuxième caractéristique, l'agent ne fait qu'un seul trade par jour. Troisième caractéristique, l'agent ouvre toujours sa position à l'open et sort de la position à la close. Et enfin, dernière caractéristique, la quatrième, c'est que l'agent ne va trader uniquement qu'une seule share par trade. Donc, ceci étant dit, donc voilà, on refait ce qu'on a fait dans la première vidéo. On calcule tout simplement le profit. Voilà, on a le prix d'entrée, le prix de sortie, la position. À partir de ces informations, on peut directement calculer le profit compte tenu des caractéristiques de l'agent. Ensuite, on y va, on va calculer autre chose. Alors ici, cette partie-là, elle va être utile pour calculer le profit factor. Donc on va tout simplement copier le code, le coller. Le code n'est pas très compliqué, hein, c'est juste, voilà, ça dit en fait ici, si les profits sont positifs, alors tu prends le profit positif, si les profits sont négatifs, alors tu prends le profit qui est négatif en valeur absolue. Pourquoi je fais ça? C'est dans la formule. Regarde. Ce que je fais, c'est que je suis en train de préparer cette valeur et en train de préparer cette valeur. Donc je suis en train de préparer en réalité ce qu'il y a au numérateur, cette valeur-là. Là, c'est ce que j'appelle profit positif. Et ici, au numérateur, on veut calculer la valeur absolue des profits qui sont en réalité négatifs. On le met ici. D'accord? Donc c'est exactement ce que je suis en train de faire ici. Je suis en train de calculer cette valeur ici et cette valeur-là dans mon code. C'est exactement ce que je suis en train de faire ici. Ensuite, prochaine étape. Donc là, c'est juste... donc ici, la ligne que je mets ici, c'est purement technique. Il n'y a pas besoin de savoir ce que je suis en train de faire. C'est purement technique pour les calculs qui vont être faits par la suite. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec ces lignes précédentes? C'est tout simple. On a pris le profit et on l'a séparé en 2 colonnes. Une colonne quand le profit est positif, une colonne quand le profit est négatif. Très simple. Là, le profit est positif, on le met dans cette colonne. Profit est positif, on le met dans cette colonne. Profit est positif, on le met dans cette colonne. Profit négatif, on le met dans cette colonne. Et on prend la valeur absolue quand c'est négatif. Voilà, ok, très bien, on y va. On continue à la prochaine étape. Je vais en réalité prendre les 2 lignes de code ici. Et là, on va afficher le profit factor. Qu'est-ce qu'on vient de faire ici? C'est vraiment très simple. On a tout simplement calculé la formule qui est ici. D'accord? On a tout simplement calculé le profit factor. On a appliqué la formule qui est ici. On a fait une somme divisée par une somme. C'est exactement ce que j'ai fait dans le code. Donc voilà, on a fait la somme des profits positifs divisé par la somme des profits négatifs. Alors j'ai rajouté ici une petite valeur, tout simplement parce qu'il y a des moments où l'algorithme, dans un mois particulier ou dans une période particulière, ne fait jamais de perte dans le mois en particulier. Donc ça veut dire que cette valeur aurait été égale à 0, d'accord? Et on sait qu'on ne peut pas diviser un nombre par 0.
Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement rajouté une toute petite valeur non significative pour qu'on puisse toujours calculer le facteur de profit. Voilà. Donc voilà, on a les résultats du facteur de profit. Qu'est-ce qu'on a ici? Par exemple, pour novembre, on a 1,95. D'accord, ça paraît réaliste. Ça veut dire que, bon, on va arrondir à cette valeur à 2, ça veut dire qu'on a gagné 2 fois plus en novembre que ce qu'on a perdu. Ici, en octobre, ça veut dire qu'on a gagné 3 fois plus que ce qu'on a perdu. Ici, par contre, ici en décembre, bon, c'est pas encore terminé, là on est le combien? On est le 14 décembre. Ça veut dire que pour l'instant, l'algorithme a plus perdu qu'il a gagné. Donc là, je vais attendre de voir. Si on reste à peu près à ces valeurs, ou même pire, je vais devoir faire quelque chose au niveau de l'algo. Par contre, et c'est ce qui s'est passé en novembre, en réalité, ça a commencé comme ça, à 0,95 en novembre, à peu près. Et dans la deuxième quinzaine de novembre, l'algorithme a réalisé quasiment que des profits, quasiment jamais de pertes, et il est monté à 1,95. Donc j'attends de voir à la fin du mois de décembre si ça va se passer de la même manière que le mois de novembre. Je prendrai des décisions en connaissance de cause. Donc très bien, on a terminé avec la métrique du profit factor, ou du facteur de profit. En français, je pense que c'est comme ça. La deuxième métrique, ça va être le return to drawdown ratio. Tac, 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 boum. Hop, alors là, ça ne s'affiche pas à cause du fait qu'il y a un petit souci sur le Jupyter Notebook. Voilà. Tac. Alors, comment on calcule ce return to drawdown ratio? C'est un peu plus... c'est return to maximum drawdown ratio. Et d'ailleurs, c'est RDR que je l'ai... Donc, comment on va calculer cette métrique? C'est un peu plus compliqué que le profit factor quand même, mais pas tellement. Donc, alors oui, je voulais commencer par expliquer pour tout le monde ce que ça veut dire en fait. Ce return to maximum drawdown. Déjà, la partie maximum drawdown. D'accord. Donc imaginons, là, c'est les résultats de mon algo. Voilà. Les pires performances, c'est les performances actuelles en décembre. L'algo a généré un profit cumulé qui est pour l'instant négatif à hauteur d'à peu près moins 3 $ par share. Donc, sur cet exemple, on va prendre l'exemple de décembre. Quel est le maximum drawdown qui a été réalisé pour l'instant en décembre? Pour calculer le maximum drawdown, on a besoin de savoir quelle est la peak value, quelle est la through value, et après, le calcul est simple, c'est simplement la peak value moins la through value divided by la peak value. Donc la peak value, elle est ici, on le voit ici sur le graphique. Hein. Peak value, c'est le maximum sur un mois en particulier ou sur une période en particulier. La peak value est ici. Où est la through value? Elle est ici. C'est tout simplement le rendement cumulé minimum que l'agent a généré sur le mois de décembre. Donc voilà, c'est à peu près à moins 20. Et donc là, le maximum drawdown, c'est tout simplement cette valeur, moins cette valeur-là, divisée par la valeur peak. Donc maintenant qu'on sait ce qu'est le maximum drawdown, on va maintenant calculer le return to maximum drawdown ratio. Et là, c'est très simple, on reprend la formule, on sait maintenant ce que c'est ici. Au dénominateur, c'est le maximum drawdown. Et il suffit tout simplement de prendre au numérateur les rendements générés sur la période. Donc on y va, on calcule ces deux valeurs. Donc je vais le faire dans une nouvelle barre de code. Alors ici, les calculs sont un peu plus compliqués, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails du calcul. On sait très bien les formules qu'on est en train d'appliquer, donc je ne vais pas trop détailler ce que j'ai fait je ne vais pas trop détailler ce que j'ai fait pour le code. Mais là, en gros, qu'est-ce que ça fait? Ça prend tout simplement, pour la granule, pour un mois en particulier, quels sont les profits cumulés. Sur la deuxième ligne, c'est ici qu'on calcule, c'est ici qu'on calcule le maximum, la peak value. Donc par exemple, ici, qu'est-ce que ça fait de cette deuxième ligne? Ça va prendre sur la période en particulier, donc là on prend l'exemple de décembre, ça va prendre le maximum qui existe sur la période. Donc à cette valeur-là, on va avoir le maximum à 5. Sur ce jour-là, le 3 décembre, le maximum sera toujours de 5. Sur ce jour-là, le 4 décembre, le maximum sera toujours autour de 5. Par contre, le 5 décembre, on aura une valeur maximum entre 10 et 15, je ne sais pas où c'est à peu près 13. Voilà, ok. Et ici, le 6 décembre, la
peak value, le maximum, sera toujours entre 10 et 15. Et la même chose pour tous les jours qui suivent. Donc la peak value pour le mois de décembre est ici. Très bien. Et sur la dernière ligne, on calcule le drawdown. Le drawdown, c'est égal à quoi? C'est tout simplement égal au profit cumulé, comme sum, moins la peak value divisé par la peak value. Donc ici, en fait, ce qu'on calcule ici, c'est un pourcentage, puisqu'on divise par peak value. Très bien. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, peut-être qu'on va regarder ce qu'il se passe dans le résultat. Voilà. Là, on a vu ce qui se passe. Enfin, là, on a expliqué ce qui se passait dans les lignes de code, mais c'est bien de voir les résultats de ces lignes de code. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a toujours notre exit price, entry price, position and profit. Par contre, il y a 3 colonnes qui ont été générées. Premièrement, la colonne, ici, tout simplement, les profits qui ont été cumulés. Donc, c'est quoi? Ici, d'ailleurs, il y a une erreur là, non? Ah non, non, c'est non, ok. Je vais mettre 9. Ouais. 10. 11. Je crois que c'est 10. Hein. Donc attends, je modifie là pour que l'on voit uniquement les valeurs pour décembre. Tac. Et pour les valeurs pour décembre, donc voilà, c'est ce que je disais. Donc on a ici le exit price, comme on avait juste avant, le entry price, comme avant, la position comme avant, le profit comme avant. Par contre, il y a 3 nouvelles colonnes qui ont été générées. La première colonne, c'est tout simplement le profit cumulé sur la période. Donc ici, 4,71, c'est tout simplement le cumul des profits qui ont été faits au 1er jour de décembre. Ici, cette valeur, 4,33, c'est les profits qui ont été générés depuis le début de la période de décembre jusqu'au 3 décembre. Donc c'est 4,71 moins 0,38. Ici, 4,33, encore une fois, c'est la somme de ces valeurs ici. Ici, 13, c'est la somme des 4 valeurs ici, etc. jusqu'à la fin. Ensuite, sur la nouvelle deuxième colonne qu'on a ajoutée, ici, ça va être tout simplement le profit cumulé, mais maximum. Okay, le maximum qui a été vu pendant la période. Donc par exemple, ici, on a les profits cumulés. C'est pas bon ça. Oui, c'est ça. Donc par exemple, ici, on a les profits cumulés. Et la valeur ici va être tout simplement le maximum de cette valeur. Donc le maximum de cette valeur, c'est 4,71. Pour cette valeur ici, ça va être le maximum entre cette valeur et cette valeur. Le maximum, c'est 4,71. Donc on met 4,71 ici. Même discours pour celui-là. 4,71, c'est le maximum entre ces 3 valeurs. Et ici, par contre, pour le 5 décembre, on a 13,95. Pourquoi? Parce qu'on a pris le maximum de ces valeurs. Et le maximum de ces valeurs, c'est 13,95. Ça a changé. Et enfin, sur la dernière colonne, on a le drawdown. Le drawdown, c'est quoi? C'est les profits cumulés moins la peak value. D'accord? Donc, ici, on a 4,71 moins 4,71, ça fait 0. Ici, on a 4,33 moins 4,71, ça fait moins 8%. Même valeur ici, moins 8%. Et ici, on passe à 13,95 moins 13,95, ça on revient à 0. Le drawdown revient à 0 parce qu'on a généré assez de profit pour recover from the previous drawdown. Ok, donc maintenant, quelles sont les étapes suivantes? Maintenant qu'on sait ce qu'on vient de faire. Donc là c'est simple. Il ne reste plus que deux choses à faire. C'est calculer le numérateur. Alors je vais vous montrer. Plus que 2 choses à faire. Calculer le numérateur ici, qui est tout simplement les rendements qui ont été faits sur la période en cumulé. Et on va diviser par le maximum return. Et on va diviser par le maximum drawdown. Parce que pour l'instant, ce qu'on a, c'est quoi? C'est des drawdowns uniquement. On n'a pas le maximum drawdown de la période. Donc il faut le calculer. Donc on va aller chercher ici. Tac, on copie, on colle. Boum. Et voilà, c'est fait. Donc, avant je vais détailler un peu ce que j'ai raconté. Donc là, ce que je calcule ici sur la première ligne, c'est tout simplement le maximum drawdown. C'est le numérateur qu'on voit dans le return to maximum drawdown ratio. Donc le numérateur, ça consiste tout simplement à calculer le maximum drawdown. Et c'est quoi le maximum drawdown? C'est la valeur drawdown la plus importante dans la période.
Et la valeur drawdown la plus importante dans la période, on le prend en appliquant le minimum, parce que les valeurs de drawdown sont négatives. Donc si on veut avoir en valeur absolue la valeur la plus forte, il faut appliquer le minimum. Et ensuite, on applique la valeur absolue. La deuxième ligne, ça calcule ce qu'on a déjà calculé précédemment avec un peu de modification, mais c'est tout simplement les rendements totaux sur la période. Donc c'est quoi les rendements totaux sur une période? C'est tout simplement la somme des profits générés sur la période divisée par le prix d'entrée moyen sur la période. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on fait tout simplement la division. Numérateur divisé par le dénominateur, c'est ce qu'on a ici. Là, on a calculé cette valeur-là, tout ce qui reste à faire sur la dernière étape, c'est de diviser cette valeur par cette valeur, c'est ce que je fais ici dans le code. Alors donc qu'est-ce qu'on a comme valeur? Je vais regarder si c'est cohérent, ce que je raconte. Ça m'a l'air... les valeurs ont l'air correctes. Par exemple, en octobre, on a une valeur à 0,19. Une valeur à 0,19, ça veut dire que le return généré en octobre est de 20% relatif au maximum drawdown de la période. Donc, par exemple, si on veut interpréter pour octobre cette valeur, l'interprétation va être différente selon le trader, selon la personne qui a construit le système de trading. Pourquoi? Parce que là, ces 19% là, ce qu'on a calculé, c'est le return to maximum drawdown. À l'intérieur de cette métrique, il y a maximum drawdown. Maximum drawdown, c'est une métrique de risque. Et chaque trader, quand il prend une position, il définit en amont le risque qu'il va prendre pour son trade. Et il le définit subjectivement. Chaque trader va risquer ce qu'il est prêt à risquer. Ça veut dire que là, le 0,18 va être différent selon les personnes. Il y a certains traders qui vont voir cette valeur trop faible. Par exemple, ils voudraient avoir une valeur autour de 1 pour avoir un maximum drawdown qui est égal au return qui est généré pendant la période. Il y a d'autres traders qui vont dire non, 1 c'est pas assez, il faut 2. Donc ils vont considérer cette valeur très faible et ils ne vont pas rentrer dans la position si la valeur est aussi faible. Par contre, il y a d'autres traders qui ont un goût du risque et qui disent cette valeur, bon c'est bien, c'est une bonne valeur. Moi ce que je voulais c'est une valeur autour de 0,01, donc 0,18, c'est en réalité quelque chose qui n'est pas très risqué. Donc le risque est subjectif à tout le monde et du coup, l'interprétation de la métrique qu'on a ici, Return to Maximum Drawdown Ratio, est subjectif aussi pour tout le monde. Voilà. Voilà pour l'interprétation. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? C'est terminé en fait. Il ne reste plus qu'à construire le graphe. Donc, pour construire le graphe, alors on a dit qu'on voulait mettre des boutons radio sur le dashboard pour pouvoir choisir entre l'une ou l'autre des métriques, Profit Factor ou Return to Maximum Drawdown Ratio. Donc voilà, c'est parfait, on a fait tous les calculs qui étaient nécessaires pour obtenir le Profit Factor et le Return to Maximum Drawdown Ratio. Maintenant, il suffit tout simplement de construire le graphique dans le Jupyter Notebook. Donc on va commencer par noter qu'on est à la troisième étape, on est en train de construire le graphique, d'accord? On est dans la troisième étape. Ici, c'est un paramètre qu'on va mettre en input de la fonction dans le dashboard qui va dire quelle métrique de performance je veux regarder dans le dashboard. Est-ce que je vais regarder Profit Factor ou est-ce que je vais regarder Return to Maximum Drawdown Ratio? Donc ça, c'est l'input. On va le voir ensuite, dans le dashboard comment ça se passe après. Ici, bon, c'est un peu technique, je vais pas en parler. Simplement, je construis un data frame, je mets le Profit Factor dedans, je mets le Return to Maximum Drawdown Ratio dedans aussi, et je rajoute une colonne qui va dire si oui ou non on est en train de parler de la période d'entraînement de l'agent, ou alors on est en train de parler de la période de test de l'entraînement. Je vais aussi le montrer au résultat du dashboard par la suite. Très bien, donc on a construit le data frame, et là, on va voir ce qu'on a créé. Qu'est-ce qu'on a créé? On a tout simplement créé pour chaque mois, voilà, août 2020, septembre 2020, octobre 2020. Donc par exemple, si on prend septembre 2020, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un Profit Factor approximativement à 6, ce qui est très bien, et un Return to Maximum Drawdown approximativement égal à 3,60, ce qui est également très bien. Et là, on a une troisième colonne que j'ai appelée Training Period, qui dit si oui ou non l'agent s'est entraîné avec les données de la période en question. Donc par exemple, true, ici, ça veut dire que l'agent s'est entraîné sur la période d'août 2020. Par contre, si on regarde dans les dernières,
l'agent n'a pas utilisé octobre 2024 comme période d'entraînement. Donc il n'a jamais vu les données en octobre 2024, il n'a jamais vu aussi les données en novembre 2024, il n'a jamais vu les données en décembre 2024. C'est pourquoi il y a des false ici et que des trous juste avant. C'est entraîné de août 2020 jusqu'à septembre 2024 et il n'a jamais vu les données d'octobre à décembre. Voilà, on a les données prêtes à être utilisées pour construire le graphique, donc on va y aller tout de suite. Donc on a ce code-là que j'ai préparé en amont. Alors je vais pas décrire ce que j'ai écrit là-dedans, ce serait un peu trop long, mais on va voir ce que ça va faire en rendu. Donc là par exemple, on a vu que on avait sélectionné la métrique Profit Factor. Donc là, ça veut dire par exemple qu'on a choisi la métrique de performance Profit Factor et on n'a pas choisi la métrique de performance Return to Maximum Drawdown Ratio. Voilà, donc les résultats, c'est quoi? Ça comme ça, pour ça. Les résultats, c'est quoi? Bah, ça a l'air très bien hein, au niveau des performances. Ici, en tout cas, à partir de cette métrique, en termes de Profit Factor. Alors, sur la période d'entraînement, l'algorithme semble avoir appris correctement, puisqu'il y a quasiment toujours, ouais, c'est même toujours, voilà, et il y a toujours des valeurs au-dessus des performances excellentes. Par contre, sur la région du test, c'est un peu moins bon. On a par exemple octobre, bon, c'est quand même excellent en octobre. Par contre, si on regarde en novembre, on est à peu près à 2, c'est limite des performances strong. Et ici, si on regarde sur les performances pour l'instant de décembre, donc là pour l'instant on a la première partie de décembre qui est terminée. Ouais, pas tellement, hein, mais disons, il y a 40% de la partie de décembre qui est faite. Et on a un résultat qui est assez mauvais parce que le profit factor est en dessous de 1 et ça correspond à des performances qui sont assez faibles. Donc on va attendre la fin décembre évidemment pour prendre des décisions avisées. Mais en tout cas, on a maintenant le graphique qu'on voulait ajouter dans le dashboard qui mesure la performance d'un agent en tenant compte de deux métriques, la métrique du rendement et la métrique de risque. Donc la dernière étape, comme dans la vidéo précédente, c'est d'ajouter tout ce qu'on a fait ici dans le dashboard. Donc c'est parti. Alors, par quoi on va commencer? Donc ici, là, ce que j'ai ajouté ici, c'est des choses que j'ai copié-collé, donc ça nécessite pas d'être recopié, recollé. Un Restore Metrics, Profit Factor, ouais. Donc c'est à partir d'ici qu'on va devoir copier le code. Tac, on va copier. Alors, on va ajouter ça dans quelle partie du code déjà? On a dit qu'on allait ajouter le graphique additionnel en dessous de ce graphique. Donc c'est parti, on y va. On y va, on y va, on y va. Donc voilà, de la même manière que... Oh, ok. De la même manière que tout à l'heure, enfin que lors de la dernière vidéo, on va écrire une fonction update performance metric. Performance metric. On a dit que on allait avoir premièrement le selected. Attends, je sais plus quand j'ai un. Selected. C'est où? Selected. Selected performance metric. Voilà. Ici, on a le comp name ab. Ça, on l'a fait également dans la vidéo précédente. On a vu qu'on pouvait l'obtenir à partir de l'objet agent. Donc c'est parti. Voilà. Stock ticker, selected. Ah oui, il faut évidemment le selected agent. Aussi en entrée. Stock ticker. J'ai oublié de copier une autre partie qui définit le comp name. Voilà, comp name défini. Il faut aussi la granularité qui est sélectionnée par l'utilisateur dans le dashboard. Donc la granularité, ça va faire partie des inputs également. Voilà, très bien. Est-ce qu'on va faire ça? Non. Donc je vais rajouter le code ici, en dessous.
tac, voilà, normalement tout là. Très bien, je vais enlever le tail ici, il n'est pas utilisé. Et enfin, on ajoute les lignes de code relatives au data frame qui est utilisé pour résumer les performances de l'agent. Alors là, c'est juste pas indenté, très bien. Quoi d'autre? Le graphique. Le graphique, il faut ajouter le graphique, très simple, juste copier-coller et c'est fait. Voilà, copier-coller, c'est fait. Alors là, attention, à la différence de la vidéo précédente, là je viens de me rendre compte qu'on ne devait pas mettre Selected Agent. En fait, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va ajouter un graphique dans le dashboard qui va pas seulement montrer les performances d'un seul agent, mais on va combiner toutes les performances de tous les agents. Donc, pour ce faire, on va aller faire comme ce qu'on a fait, comme ce que j'ai fait précédemment, donc for agent, un truc comme ça. Voilà, ici. For agent in stored agent. On va, alors là, attention, on va faire tout ça, mais attention, il faudra changer les choses. On va cacher ça pour que ça soit plus clair. La figure, on va l'initialiser au début. L'agent name, on le met ici. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? On a ici la figure ici. Ensuite, on ajoute dans la figure tous les caractéristiques. Et là, par contre, on va return la figure, mais outside of the loop. Ok, donc est-ce qu'on a tout là? Est-ce qu'on a tout? Est-ce que tout va bien? On crée une figure vide. On dit que pour chacun de nos agents, on veut calculer les métriques profit, factor, training period. On veut tout storer dans SummaryDF. On ajoute sur la figure les performances de l'agent en particulier. On change la figure, mais ça je pense on peut changer la figure à la fin. Voilà, donc c'est ici. C'est ici. Et là, la selected métrique, c'est pas relative à l'agent, hein, c'est relative à la select métrique. Donc ce qu'il faut faire, c'est les désindenter de cette manière. Donc voilà, donc on va essayer si ça fonctionne. Hein. Il y a des chances que ça ne fonctionne pas. Hein. On va fermer le dashboard. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer le serveur actuel. Et on va relancer un autre serveur pour tester le dashboard. Je m'attends à ce qu'il y ait une erreur. On va voir. J'ai oublié de changer le truc, bon, c'est pas grave. Donc voilà ce qu'on obtient. On va aller dans l'onglet backtesting, c'est celui qu'on a changé. Ah, encore une fois, j'ai encore oublié qu'il fallait ajouter dans la structure du dashboard la figure. Donc on y va, on ajoute ça dans la structure. Ah, mais j'ai oublié aussi le callback. C'est terrible. C'est terrible ce que j'ai fait. Terrible. On va mettre les callbacks. Performance métrique. L'input, ça va être quoi? Agent monthly return. Non, ça va être granularity. Performance. Et dans les inputs, on a quoi? Selected performance metric, selected performance metric. On aura la valeur et la granularité. Return selection, ouais, c'est la même. Voilà, on n'a que deux inputs. Et ah pardon, j'ai oublié ça. Selected. Et on va devoir ajouter. Dans la structure aussi un bouton radio qui va sélectionner quelle est la performance métrique qui a été sélectionnée. Donc on y va. On va dans la partie backtesting et on voulait l'ajouter à la fin totalement du dashboard. Donc on y va. Alors les boutons radio, on peut les avoir à partir de ce qu'on a fait précédemment. On change l'ID. Les labels, donc les labels open to close, non, ça va être, qu'est-ce que j'ai noté? Profit factor. La valeur, ça va être profit factor.
Et le deuxième, c'est return. Comment je vais noter? Parce que ça va être trop long sinon, ou alors non. Pas, non. Return to maximum drawdown down ratio. Voilà. Et je l'ai noté R DR. Très bien. Et la valeur par défaut, on va mettre profit factor. Très bien. Les bouts de réduction, c'est ici. Ensuite, on avait dit aussi qu'on allait changer le titre. On allait changer Agent Returns en Agent Performance. Voilà, donc on a ajouté le bouton radio et il faut ajouter le graphique. Le graphique qu'on vient de créer. Donc c'est parti. Voilà, graph. Et là, je ne sais plus ce que j'ai noté pour l'ID. Donc on va aller voir ce qu'on a ajouté. Je pense à peu près localisé ici. Et on a dit Agent Granularity, ok. Donc c'est ça. Ça output une figure avec cet ID. Où sont les modifications? Ici. Tac. Voilà. Terminé. Terminé. On peut réessayer de voir si ça fonctionne. On y va. On va attendre encore une fois que tous les agents soient générés, soient chargés. Voilà, donc c'est bien. Ah, voilà. C'est ce qu'on voulait. Parfait. Parfait. Ah, j'avais dit aussi que j'allais ajouter ici un titre, parce que là, on a changé le titre, Agent Returns to Agent Performance. Donc, ce serait bien de savoir de quoi on parle ici. C'est quoi, des pourcentages de quoi? Donc, j'aimerais bien mettre ici un titre sur le graphique, Returns, par exemple. Et ici, j'aimerais bien rajouter aussi le titre, je sais pas, par exemple, Risk to Reward métrique, ou un truc comme ça, ou Risk to Reward, ou je sais pas, ou alors Performance, tout simplement. Voilà, mais là c'est bien. On a le graphique qui fonctionne correctement. Et si je change le bouton poussoir, ça change aussi. Bah, c'est très bien, ça parfait, ça marche. Donc là, on va rajouter les titres ici, return et performance ici, et on aura terminé. C'est parti. Alors les titres, comment on change les titres? Je crois qu'il faut aller sur les figures respectives. Il y a beaucoup de code, hein, donc c'est pas facile de s'y repérer. Et le titre, on peut l'ajouter ici. Donc title. Donc là, on est dans la performance métrique. Donc je vais mettre performance. Performance. Voilà, title. Et pour le graphique, l'autre graphique, on avait dit qu'on voulait aussi mettre un titre. Ex-title. On peut l'ajouter ici. Title. Ajouter returns. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Donc, on recommence. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Backtesting. Ouais, c'est bien. Tout est bon. Tout est bon. Le titre est ici. Le titre est là. Il est centré. On peut choisir la métrique de performance. Donc, maintenant, c'est bon. On a tout ce qu'il faut pour interpréter les performances d'un agent. Donc l'interprétation, c'est quoi? C'est que les performances, le return par rapport aux risques qui sont pris pour avoir ce return, elles sont pas très bonnes. Pourquoi? Parce qu'on voit sur l'entraînement, bon c'est assez bon hein, sur l'entraînement, mais par exemple, donc si on prend le return to maximum drawdown ratio, on voit que sur la phase de test, on est très loin des performances même modérées, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'agent, ok, il génère du profit, on le voit là, il génère beaucoup de profit, hein, la plupart. Mais le souci, c'est qu'il prend beaucoup de risques pour obtenir ses profits, pour obtenir ses rendements. Et pourquoi obtient-on ces résultats-là? C'est simple. J'ai entraîné les agents pour qu'ils maximisent les rendements sans tenir compte du risque. Donc c'est normal que l'on voit qu'ils ont de très bons rendements. Par contre, au niveau du risque, ils s'en foutent totalement du risque. Donc c'est pour ça qu'on voit qu'ils sont pas nécessairement bons en termes de risk to reward. Donc quelle serait normalement la prochaine étape à faire pour améliorer justement ces performances? Ce serait de changer la reward function qui est à l'intérieur de l'environnement de trading de l'agent. Parce que pour l'instant, la reward function est uniquement déterminée en fonction du rendement de l'agent. Et pour tenir compte du risque, il faudrait une reward function qui tienne compte des risques qui sont pris. Alors, est-ce que
c'est ce que j'ai envie de faire. Vous aurez la réponse dans une prochaine vidéo. D'ici là, pouce bleu si tu as aimé, pouce bleu aussi si tu n'as pas aimé, abonne-toi si ça t'intéresse et abonne-toi aussi si ça t'intéresse pas.